C'est l'histoire de l'affrontement entre trois princes. Trois souverains qui sont arrivés entre 2013 et 2015 à la tête des monarchies pétrolières les plus riches de la planète. L'Arabie Saoudite, le Qatar et les Émirats Arabes Unis. Une génération aux ambitions démesurées qui rêve de prendre la direction du monde arabe. On a des gens qui pensent que ce pouvoir leur est donné éternellement. C'est clairement des enfants gâtés qui sont au pouvoir. La rivalité entre ces trois hommes a plongé le Golfe dans une crise sans précédent. Le plus jeune a 33 ans. Mohammed Ben Salman, dit MBS, gouverne l'Arabie Saoudite. Son passe-temps préféré, les jeux vidéo de combat. Mohammed Ben Salman vit dans une sorte de monde parallèle, comme un jeu, où l'on peut tout contrôler avec une manette, avoir le droit de vie ou de mort. Ce qui frappe chez MBS, c'est qu'il tire d'abord, il pose les questions ensuite. Accueilli comme un réformateur en Occident, l'homme fort de Riyad avait dévoilé sa brutalité dès son arrivée au pouvoir, en déclenchant une guerre sanglante au Yémen. Un conflit qui a déjà fait plusieurs dizaines de milliers de morts. Dans la péninsule arabique, en lisière du royaume saoudien, MBS a trouvé un allié de poids en la personne de Mohammed Ben Zayed, dit MBZ. À 58 ans, le prince héritier d'Abu Dhabi dirige les Émirats Arabes Unis d'une main de fer. Mohammed Ben Zayed, c'est un militaire. Il réfléchit en militaire et il va faire de l'armée le moteur de son ascension. MBZ est paranoïaque. Il pense être entouré de gens en qui il ne peut pas avoir confiance. Afin d'asseoir leur hégémonie au Moyen-Orient, MBS et MBZ se sont désignés un ennemi à abattre. Ce voisin dérangeant est accusé de collusion avec des groupes islamistes et de liens trop étroits avec l'Iran. L'émir du Qatar, Tamim Al-Thani, est surtout coupable de faire de l'ombre aux deux autres, avec notamment l'organisation de la prochaine Coupe du Monde de football. L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ne supportent pas que le Qatar ait obtenu la plus grande compétition sportive après les Jeux Olympiques, parce que ça blesse leur ego. Les princes du Golfe se connaissent bien. Vous avez ce choc des ambitions qui explique en partie aussi la crise que l'on connaît entre le Qatar et certains de ses voisins. Dans le Golfe, critiquer les familles royales reste un crime de lèse-majesté, passible de prison, voire de la peine de mort. Plus personne ne s'y risque depuis que le journaliste et dissident saoudien, Jamal Khashoggi, a été assassiné à Istanbul, dans le consulat du royaume. Son tort, avoir osé s'attaquer publiquement à MBS, le prince héritier d'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, seuls les observateurs étrangers peuvent raconter librement ces querelles personnelles qui deviennent des affaires d'État et bouleversent le jeu politique mondial. Pour les Européens, le Golfe reste une région lointaine. Mais avec les printemps arabes et la chute des dirigeants égyptiens, syriens, libyens et aussi l'Irak qui s'est effondré, les nouvelles puissances du monde arabe se trouvent désormais dans le Golfe.
qu'on appelle les familles régnantes du Golfe, ce sont en réalité des tribus qui se sont imposées progressivement au XVIIIe, XIXe et XXe siècle. Ces familles vivent comme des bédouins, donc de manière assez austère, c'est-à-dire essentiellement du nomadisme, d'une petite agriculture, de la pêche, etc. La richesse se manifestait essentiellement par le nombre de chameaux, la prospérité de tel ou tel commerçant. Le point commun qu'il y a entre les différents pays du Golfe, c'est qu'effectivement, pendant longtemps, cette région a été une région relativement pauvre et qui n'est riche, en fait, que depuis 1973, la première crise pétrolière. Le changement a été évidemment assez rapide, voire brutal. Les nouveaux dirigeants qui s'affirment dans les années 2010 représentent en effet un changement de génération. Ils n'ont pas connu la vie âpre du désert comme l'ont connu leurs pères. Ils sont nés dans une certaine opulence. Dans cette folie des grandeurs, le prince héritier d'Arabie Saoudite aurait acheté le tableau le plus cher du monde. Le Salvator Mundi, attribué à Léonard de Vinci. $400 million is the bid, and the piece is sold. Un cadeau pour son ami et allié, Mohamed Ben Zayed, le prince d'Abu Dhabi qui s'est offert un musée du Louvre, dessiné par Jean Nouvel. Le même architecte français a été choisi par la famille royale du Qatar pour concevoir le tout nouveau musée national de Doha. Il y a une sorte de politique de surenchère qui se met en place. Alors quel est l'émirat qui va investir le plus, par exemple dans les musées ou dans la culture? Une rivalité entre ces émirats pour savoir qui finalement est le plus engagé dans l'effort de modernisation. Ces villes savent très bien qu'un jour, le pétrole sera terminé et que désormais, elles ont besoin d'attirer des capitaux, elles ont besoin d'attirer de la publicité, elles ont besoin d'attirer des touristes. Il faut effectivement être la ville qui abrite l'immeuble le plus haut du monde, le gratte-ciel le plus fastueux, le plus prestigieux du monde, etc. Il y a évidemment dans cette course au gigantisme une part d'enfantillage. On a affaire à des souverains qui sont animés d'un besoin de puissance, qui sont traversés par l'hubris, hein, cette espèce d'orgueil. Et pour attirer les projecteurs, un pays aussi petit qu'immensément riche dépense sans compter. C'est là que Tamim Al-Thani arrive au pouvoir en 2013. Ce passionné de sport hérite à 33 ans de l'organisation de la compétition de foot la plus regardée au monde. We are very proud that we're going to be hosting the World Cup in 2022. This World Cup is for all the Arabs, not for Qatar. If it was for Qatar, it will not be successful. We said that this whole World Cup is for all the Arabs, and that's why we're successful. It's a big challenge. J'ai rencontré l'émir du Qatar plusieurs fois. C'est un sportif, un vrai compétiteur. Il joue au tennis, il adore le foot. La famille royale et Tamim en particulier sont dingues de sport. Leur investissement dans le PSG à Paris n'est pas anodin. Tamim assiste même au match, tellement il aime ça. Bonjour. Allez au Qatar. Grâce à la rente pétrolière et gazière, les Qataris se sont offerts le club du Paris Saint-Germain et les joueurs les plus chers de la planète. Un moyen de faire la promotion de ce pays de seulement 250 000 citoyens. Merci mon frère. Merci beaucoup mon frère. Le sport, pour les Qataris, c'est un vecteur de rayonnement
imparable. Tout le monde aime le sport. Le sport est diffusé 24 heures sur 24 sur toutes les télévisions, dans tous les pays du monde. Donc investir dans le sport, c'est investir dans la visibilité. C'est un formidable accélérateur de notoriété. النموذج الاقتصادي الذي نقدمه وما يحيط به من ثراء رياضي وثقافي هو في رأينا أفضل مؤشر على النمو الصحي لأية دولة. Dans les rues de Doha, ces choix ne se discutent pas. Personne n'évoque les scandales qui accompagnent cette diplomatie sportive. Les accusations de corruption ou les nombreuses morts de travailleurs sur les chantiers du mondial. Nous avons franchi un cap. Le Qatar est le premier pays arabe qui va accueillir la Coupe du Monde. Nous, un petit pays qui n'a pas de longue histoire, contrairement à l'Arabie Saoudite. Alors bien sûr, tous les Arabes nous envient. Le fait que le Qatar est le premier pays arabe à obtenir le mondial a montré qu'effectivement les Qataris avaient ce fameux sens des opportunités que d'autres auraient pu avoir. Je veux dire, les Émirats arabes unis avaient des moyens de le faire également, mais c'est le Qatar qui l'a réalisé. Donc que ceci ait été perçu par d'autres pays comme étant c'est encore le petit qui joue dans la cour des grands, c'est un fait. À la fin de la dernière Coupe du Monde, un journal saoudien a eu ce titre extrêmement révélateur. La Coupe du Monde 2018 est terminée. À bientôt pour la Coupe du Monde 2026. Sous-entendu, la Coupe du Monde 2022 n'existe pas. Donc cette anecdote montre bien que la perspective de cette Coupe du Monde en 2022 est quelque chose d'assez difficile à accepter pour les élites politiques à la fois saoudiennes et émiriennes. Les dirigeants des pays voisins ne supportent plus de devoir regarder les matchs sur les chaînes qataries. Ils se sont donc attaqués à l'un des symboles de l'économie sportive, voulu par Tamim Al-Thani. Nous avons l'exclusivité des 5 grands championnats européens. La Coupe d'Afrique des Nations, les JO, les droits FIFA et UEFA, le plus large portefeuille de droits de diffusion au monde. Et tout d'un coup, apparaît sur un canal fantôme une chaîne dont personne n'a entendu parler jusque-là, qui s'appelle Be Out Q. C'est un jeu de mots. Be Out, c'est le contraire de Be In, et Q à la fin pour représenter le Qatar. Donc ça signifie dehors le Qatar. Voici Be In Sport 3, notre chaîne. 22 minutes, 32 secondes de match. Avec à peu près 6 secondes de retard, Be Out Q récupère l'antenne, colle son logo sur le nôtre et rediffuse comme si le contenu lui appartenait. La NBA, la finale du Super Bowl, tous les sports imaginables sont piratés. Donc tous les matchs se retrouvent sur cette chaîne qui, évidemment, n'a payé aucun droit à la FIFA ou à l'UEFA pour avoir la possibilité de retransmettre ces matchs. Là, c'est une publicité qui se moque de Be In Sport. Elle montre les bureaux de Be In avec une foule qui manifeste devant. À l'intérieur, vous voyez une caricature d'un dirigeant de Be In Sport, un nabab entouré de billets de banque. Quand soudain, surgit une voiture qui promeut Be Out Q. La foule suit cette voiture et on voit apparaître les bureaux flambant neufs de Be Out Q. Cette vidéo montre bien comment ils nous volent et en plus, ils se moquent de leurs victimes.
On ne sait pas exactement qui est derrière, mais ce sont des Saoudiens. Le piratage vient d'Arabie Saoudite. Ils vendent des publicités en monnaie saoudienne. Leur chaîne est largement diffusée en Arabie Saoudite, dans les cafés, les espaces publics. Et le signal passe par Arabsat, une entreprise dont l'actionnaire principal est l'État saoudien. La chaîne réclame 1 milliard d'euros de dommages et intérêts. En parallèle, le Qatar a porté plainte devant l'Organisation mondiale du commerce. Les championnats européens ont tous porté plainte en disant il faut que ça s'arrête. Mais les Saoudiens et les Émiriens n'en ont rien à faire. Ce piratage d'une ampleur jamais vue n'est pas anecdotique. Il est révélateur des déchirements du Golfe, de conflits qui déstabilisent une région tout entière. Pour comprendre cette haine, entre Tamim Al-Thani d'un côté et Mohammed Ben Salman et Mohammed Ben Zayed de l'autre, il faut revenir quelques années en arrière. Le vrai point de rupture dans la région, ça a été les printemps arabes. Les trois princes arrivent au pouvoir après le début des printemps arabes. Tamim Al-Thani en 2013, Mohammed Ben Zayed en 2014 et Mohammed Ben Salman en 2015. Ce sont des dirigeants qui vont intégrer ces printemps arabes dans leur équation politique, de manière déterminante. Quand le printemps arabe commence, les trois pays, l'Arabie Saoudite, le Qatar et les Émirats, le premier réflexe des dirigeants, ça a été d'augmenter les salaires de tous les fonctionnaires. Ces monarchies conservatrices veulent maintenir le statu quo. Elles incarnent le statu quo. Elles ne veulent pas que les choses changent. Le changement, c'est dangereux pour ces dirigeants qui n'ont pas été élus démocratiquement. Le mouvement de révolte qui se lève dans le monde arabe va profondément diviser les monarchies du Golfe, en total désaccord sur les réponses à lui donner. Certains monarques du Golfe, MBS et MBZ notamment, ont été horrifiés par le printemps arabe. Ils se sont dit, on va être les prochains, il faut qu'on réagisse. Le Qatar ne s'est pas senti menacé par le printemps arabe, principalement parce que c'est des trois pays celui qui est le plus petit en termes de population. Il n'y a pas de place pour une opposition organisée. C'est le pays à la fois le moins peuplé et aussi le plus riche. Le pays qui a le PIB par habitant le plus élevé de la planète, c'est le Qatar. Donc évidemment, la motivation à contester le pouvoir de la famille Al-Thani est extrêmement faible, pour ne pas dire inexistante. L'émir et la famille royale qatari ont réagi différemment des autres monarchies pendant le printemps arabe. Ils se sont dit, c'est une énorme vague qui va tout submerger. Il faut aller dans son sens. C'est la seule manière de s'en sortir, car on ne peut pas l'affronter. Et pour influer sur le cours de l'histoire, le Qatar dispose d'un instrument unique. La chaîne d'information la plus regardée du monde arabe. Sans Al Jazeera, le printemps arabe ne se serait pas propagé aussi facilement. Al Jazeera est une télévision d'État, créée en 1996 par l'ancien émir, dans son projet de libéralisation de la société arabe. Il s'agissait par exemple de donner la parole aux critiques de l'autoritarisme dans la région. Tout le monde s'exprimait sur Al Jazeera. Vous pouviez être un extrémiste chiite ou un extrémiste sunnite et être invité en plateau. الضباط والجنود الذين يستطيعون أن يقتلوا
Cet appel au meurtre du dictateur libyen est prononcé par un des idéologues les plus influents des frères musulmans, un réfugié politique au Qatar. Donc le sentiment a été que Jazeera cherchait à donner de plus en plus la parole aux opposants au sein du monde arabe, et notamment aux frères musulmans. Au-delà de cette médiatisation, les Qataris financent et arment des mouvements islamistes en Libye et en Syrie. En Tunisie et en Égypte, leur aide contribue aux victoires électorales des frères musulmans. Saoudiens et Émiriens voient leurs pires ennemis accéder au pouvoir et vont tout faire pour les renverser. Je comprends que cela pose problème à l'Arabie Saoudite et aux Émirats, qui se disent contre l'islamisme et l'assimilent au terrorisme. L'islam politique est la principale force d'opposition au régime autoritaire et aux dictateurs nés du nationalisme arabe dans les années 60. Et donc, endiguer l'islam politique et l'islamisme est la priorité absolue de MBZ et MBS, car ce sont des forces qu'ils ne contrôlent pas. Pour se débarrasser des frères musulmans, les Émirats et l'Arabie Saoudite misent sur le retour des militaires. En Égypte, ils choisissent le général Sissi et lui garantissent un soutien financier. Sous ses ordres, l'armée organise un coup d'État qui finit dans un bain de sang. Pour marquer sa revanche sur le Qatar, le régime égyptien condamne une équipe d'Al Jazeera à 3 ans de prison. Et c'est comme ça que les clivages se sont exacerbés au sein de la péninsule, entre Qatar et l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Quand MBS et MBZ regardent le Qatar, ils voient les frères musulmans qu'ils haïssent de manière viscérale. C'est ainsi que bombarder Al Jazeera, comme l'a évoqué en privé Mohamed Ben Zayed, est une idée qui peut se comprendre d'un point de vue comme le sien, obsédé par le désir de contrôler la sphère publique et la société civile. Aux Émirats Arabes Unis, on assiste à la concentration extrême des pouvoirs entre les mains du prince héritier d'Abu Dhabi, qui a mis au pas tous ses frères. Le premier projet de Mohamed Ben Zayed, c'était de créer une armée crédible et d'axer toute sa doctrine militaire autour de la protection des frontières. أنا جدا سعيد اليوم بوجودي معاكم يا إخوان. الدول مو بلأنها 10 مليون ولا 100 مليون ولا 1000. الدول بالإرادة يا عيالي. ولا تستهينون بإرادة الرجال. Mohamed bin Zayed, il a fait Sandhurst, l'académie militaire très prestigieuse britannique. Il a un côté assez martial, très déterminé. Just landed at this strange planet. But there seems to be no sign of intelligent life anywhere. السلام عليكم. كيف حالكم أيها الحضور الرائعون؟ Fasciné par les nouvelles technologies militaires, Mohamed Ben Zayed organise tous les 2 ans un salon devenu la plus importante foire aux armements de la planète. On peut dire que c'est le salon de MBZ et ça explique qu'effectivement ils s'y rendent systématiquement et qu'il est à cœur de se rendre à chacun des stands et de montrer à quel point il est dans son élément dans cet environnement.
Je vais vous présenter mon fils, puisque je suis venu avec les l'année dernière, vous m'avez présenté votre famille. C'est le bébé de MBZ comme faisant partie de l'ensemble de cette stratégie. Avec sa diplomatie du carnet de chèques, le prince héritier, lui-même ancien pilote d'hélicoptère, a su s'attirer les bonnes grâces des capitales occidentales. En dépensant des milliards d'euros à chaque édition, les Émirats arabes unis sont devenus le pays le plus militarisé par habitant de la planète. Aux Émirats, on compte un char de combat pour 2100 personnes. En France, on a un char de combat pour 250 000 personnes. Un arsenal que le prince aime exhiber dans des démonstrations de force. L'objectif est d'impressionner les états-majors du monde entier. الشرق الأوسط منطقة فيها كثير من الأحداث تحاول دائما ترسل رسالة إيجابية للعالم. الشرق الأوسط ممكن يطلع منه خير ونحن موجودين. قيادة الدولة ملتزمة بضمان وسلامة واستقرار الوطن والمواطن والمقيم. On voit le vrai visage d'MBZ en tant que prince qui veut rayonner par-delà les frontières et veut devenir un leader charismatique au sein du monde arabo-musulman. Ce que certains appellent le souhait de créer la nouvelle Sparte du Moyen-Orient, c'est-à-dire c'est une façon de se faire respecter dans la région. À la tête d'1 million d'Émiriens, Mohammed Ben Zayed veut s'imposer comme un allié incontournable de l'Occident dans la lutte contre la menace islamiste. Dans ce jeu de séduction, il peut s'appuyer sur la vitrine de paradis fiscal et touristique des Émirats arabes unis. Une image notamment construite autour de Dubaï, ses îles artificielles, ses hôtels de luxe et sa tolérance en matière de mœurs. À chaque visite de chef d'État, le prince héritier d'Abu Dhabi sort le grand jeu, avec parade militaire aux couleurs des invités. Sous couvert de modernité, de libéralisme, Mohammed bin Zayed a reçu en grande pompe le pape. Donc c'est la première fois qu'un pays de la péninsule arabique accueille sa sainteté le pape. Donc tout ça, ça va dans le sens de on est ouvert au monde, aux religions, à tous les cultes. Et ça ne l'empêche pas, chez lui, de régner d'une main de fer. Aussi ambitieux soit-il, MBZ sait que son pays trop petit ne peut jouer dans la cour des grands. Il a besoin d'un allié, et il va le trouver en Arabie Saoudite. Mohammed Ben Zayed a vu l'arrivée au pouvoir de MBS, Mohammed Ben Salman, comme une formidable opportunité. Une opportunité parce que le nouveau dirigeant saoudien partage le même projet politique que celui des Émirats arabes unis, c'est-à-dire la modernisation autocratique. Ils ont développé une relation de maître à élève, avec MBZ en maître et MBS en élève. Leur ambition, faire passer l'Arabie Saoudite du Moyen-Âge au XXIe siècle, en prenant les Émirats pour modèle. On en finit avec les scléroses saoudiennes, on réduit la place
de la religion dans la société et on modernise les structures économiques du pays. L'Arabie saoudite compte 20 millions de ressortissants et dépend uniquement de ses exportations de pétrole. Une ressource qui s'épuise année après année. Le pays a besoin de se diversifier et MBS va s'emparer de ce défi. C'est un grand costaud, dynamique. Quand il rentre dans une pièce, tout le monde se retourne. Et il est extrêmement ambitieux. إذا نجحنا في الخمس سنوات القادمة سوف تلتحق فينا دول أكثر وسوف تكون النهضة القادمة في العالم في 30 سنة القادمة في الشرق الأوسط إن شاء الله. هذه حرب السعوديين، هذه حربي اللي أخوضها شخصيا، ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف العالم، وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق 100%. الله يعطيك طول العمر يا سيدي. C'est quelqu'un de moderne et de charismatique. Il regarde les femmes dans les yeux, il leur serre la main, il est très direct. Tout cela plaît énormément en Occident. Dans la Silicon Valley, il a rencontré les dirigeants des grandes sociétés. Lors de son séjour, il a bluffé tout le monde. Et pourtant, rien ne prédestinait MBS à gouverner l'Arabie saoudite. En 2015, son père Salman devient roi à l'âge de 79 ans. C'est l'un des derniers fils vivants d'Ibn Saoud, le fondateur de l'État saoudien. Et pour la première fois depuis 60 ans, le pouvoir va se transmettre à une nouvelle génération. MBS est le fils préféré, et dans l'ombre, il va éclipser tous ses concurrents. Il est décrit comme une tête brûlée, quelqu'un d'impulsif, qui ne réfléchit pas avant de prendre des décisions, avec parfois un côté puéril. Ça le différencie de ses prédécesseurs, qui étaient des vieux somnolents, à l'air détaché, ou des autres membres de la famille installés à Monte-Carlo, ou des villes du même style. Lui, c'est un local. Un jeune qui aime les jeux vidéo. Et ça, tous les Saoudiens le comprennent. À seulement 29 ans, MBS devient le plus jeune ministre de la Défense au monde. Et dès son arrivée aux manettes du pouvoir, son regard se tourne vers l'ennemi de toujours. Les Saoudiens, pour eux, la menace existentielle dans la région, c'est l'Iran. احنا هدف رئيسي للنظام الايراني، الوصول لقبلة المسلمين هدف رئيسي للنظام الايراني، لن ننتظر حتى تصبح المعركة في السعودية، بل سوف نعمل لكي تكون معركة لديهم في ايران وليس في السعودية. Il y a une rivalité très forte entre l'Iran et l'Arabie saoudite qui se posent tous les deux comme les deux grandes puissances du Golfe. Ce qui dérange énormément l'Arabie saoudite, c'est effectivement l'expansionnisme d'un chiisme révolutionnaire. Ils se sentent totalement encerclés par l'Iran qui est très présent en Irak, au Liban, en Syrie. Et évidemment avec les Houthis au Yémen. C'est le Moyen-Orient. Tout le monde influence tout le monde. Pour les Saoudiens, les Houthis et les Iraniens, c'est la même chose. En fait, c'est plus complexe. Début 2015, MBS prend ses fonctions de chef des armées. Pendant ce temps-là, au Yémen, les Houthis, une milice locale chiite et pro-iranienne, s'emparent de Sanaa, la capitale. Le prince héritier, Mohammed Ben Salman, considère que l'Iran est à la frontière sud du royaume. Quand Mohammed Ben Salman décide d'intervenir au Yémen, l'idée c'était de marquer d'un grand coup son arrivée au pouvoir en montrant que
Sous son égide, l'Arabie Saoudite n'est pas un pays sur les pieds duquel on marche. بلا شك انه الحرب اللي قامت ما كانت خيار بالنسبه للمملكه العربيه السعوديه، كان يعني امر لابد ان نقوم فيه، ولا بيكون السيناريو الاخر سيناريو اسوء بكثير. بدليل ان الحوثي وصالح لا زالوا عندهم اسلحه، مخزون اسلحه. نستطيع ان نجتث الحوثي وصالح في ايام قليله. Dans cette guerre annoncée comme éclair, MBS peut compter sur le soutien de son allié, MBZ, et de son armée suréquipée. L'intervention émiratie au Yémen, ça leur a permis de montrer, d'exhiber leur puissance militaire aux yeux du monde entier. Le débarquement des Émiriens au Yémen a beaucoup impressionné. Même au Pentagone, ils étaient surpris, en mode « Waouh, ils y ont été, pas mal. Peut-être que ça va pas tourner si mal. » Je pense qu'ils ont vite changé d'avis. En même temps, comme toujours, quand on commence une guerre, on est persuadé qu'elle sera courte et joyeuse. Bon, c'est pas exactement, naturellement, ce qui s'est passé. Ils tuent des soldats, des civils, des policiers, des gens du peuple. Ils visent des universités. Le régime saoudien tue des étudiants. Ce sont eux les terroristes. Ils peuvent bombarder Sanaa jusqu'à faire jaillir du pétrole. On ne se rendra jamais. La guerre au Yémen est un désastre. Elle a provoqué une crise humanitaire massive, du choléra, une famine. C'est un cauchemar. C'est inextricable quand même, c'est un bourbier, c'est un peu le Vietnam des Saoudiens, hein. C'est avec leur allié émirati. L'obsession anti-iranienne de l'Arabie saoudite n'est pas forcément partagée par les autres monarchies de la péninsule arabique. Les Qataris ont refusé de s'impliquer au Yémen. Leur armée a accepté d'appuyer les Saoudiens dans la protection de leur frontière sud avec le Yémen. Mais ils n'ont pas participé au bombardement. Ils n'ont pas envoyé de troupes au sol. Du coup, le Qatar est considéré par l'Arabie saoudite et Abu Dhabi comme étant beaucoup trop proche du régime de Téhéran. Le Qatar et l'Iran partagent un gisement de gaz offshore qui est au nord du Qatar, un gisement sous-marin. Et inévitablement, cela nécessite une forme de coordination avec l'Iran. Le Qatar ne peut pas se permettre de déclencher une crise ouverte avec l'Iran parce que ce serait mettre en danger son coffre-fort. Leur relation avec l'Iran est pragmatique. La base du Qatar, ce sont ses ressources en énergie. Ils sont obligés de discuter logistique avec l'Iran. Ils n'ont pas le choix. Ces désaccords sur l'Iran se cumulent avec les tensions issues du printemps arabe. Dans le Golfe, le Qatar de Tamim Al-Thani se retrouve de plus en plus isolé. Tout cela oppose le Qatar de manière frontale à MBS et MBZ. Cet antagonisme va provoquer une crise profonde entre les monarques de la région. Une crise d'une ampleur sans précédent. Et ces tensions entre les trois princes vont éclater avec l'entrée en jeu d'un nouvel acteur.
L'élément clé, c'est Donald Trump. Il joue un rôle crucial. C'est lui qui provoque la crise telle qu'on la connaît aujourd'hui. Les liens entre Donald Trump et le camp pro-saoudien, il y a des liens économiques. On sait que Donald Trump a un golfe aux Émirats Arabes Unis. Beaucoup de membres de l'équipe de campagne de Trump avaient investi aux Émirats. Donc MBZ possédait déjà un carnet d'adresses bien fourni. Les Émiriens ont beaucoup de poids à Washington, tout comme les Saoudiens. Et là-bas, ils travaillent main dans la main. Les Émirats Arabes Unis ont eu cette intuition assez remarquable que Donald Trump était un homme avec une culture géopolitique plutôt sommaire et qu'il y avait une possibilité pour eux de modeler sa vision de la région. Beaucoup de cercles de réflexion, de cabinets d'analyse géopolitique aux États-Unis ont reçu de l'argent des Émirats Arabes Unis pour donc influencer, peser sur les options, sur les orientations de la Maison-Blanche et de Donald Trump. A man that I've known, very special person, highly respected, and loves his country, I can tell you that, loves his country. And I think loves the United States, which to us is very important. Thank you very much. It's my honor to be here. Thank you, sir. Sur le Moyen-Orient, Trump était très flou. Il n'avait pas de programme précis. MBZ a perçu une opportunité d'influencer la politique américaine au Moyen-Orient et envers le Qatar. À Washington, les lobbies émiriens et saoudiens ciblent dans l'entourage du président un homme en particulier. Le lien entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, c'est Jared Kushner. Jared Kushner, c'est le gendre de Donald Trump, un trentenaire totalement inexpérimenté dans les affaires proche-orientales. C'est l'allié objectif de MBS et d'MBZ. Hein. C'est vraiment l'équipe infernale. Juste après l'investiture, en janvier 2017, Jared Kushner venait d'être nommé responsable du Moyen-Orient. Voilà, c'est ton portefeuille. Alors, Jared prend une carte du Moyen-Orient, l'étale sur la table et se demande où on en est au Moyen-Orient. Qu'est-ce qui se passe? L'Irak, le Liban, la Syrie, on les a perdus. L'Iran les tient. C'est qui nos amis? Avec les pays de la région, les partenaires traditionnels ont toujours été notamment l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Ils décident de tout faire pour renforcer ces deux piliers et s'en prendre à l'Iran. L'ensemble de leur stratégie au Moyen-Orient se résume à cela, taper sur l'Iran. Et c'était exactement ce que MBS et MBZ désiraient, plus que tout au monde. Le président Trump décide alors avec Jared que son premier voyage officiel sera en Arabie Saoudite. Le roi Salman, gardien des lieux saints, accueille le président américain Donald Trump au palais de Yamama. Les Saoudiens ouvrent le carnet de chèques et sortent le grand jeu. Ils dépensent environ 60 millions d'euros pour que ce soit grandiose. On aurait dit Las Vegas. Une visite pleine de pompe, de solennité, avec un tapis rouge déroulé sous les pieds du président de la première puissance mondiale, une illumination de la façade du Ritz-Carlton où était hébergée la délégation américaine avec le drapeau américain, le drapeau saoudien. That's beautiful. That is so beautiful. Heavy. This is the war dance. I can see that. It's as if somebody said C'est comme si quelqu'un avait dit à MBS et MBZ comment impressionner Trump et lui faire plaisir? En dépensant de l'argent. Spend money.
C'est un donnant-donnant, entre guillemets, qui a été négocié entre eux. Le président Trump ne l'a pas dissimulé en présentant même des panneaux avec les faisant ses courses. Some of the things that have been approved and are currently under construction and will be delivered to Saudi Arabia very soon, and that's for their protection. But if you look in terms of dollars, $3 billion, $533 million, $525 million, that's peanuts for you. Should have increased it. Il y a quelque chose d'un peu obscène, un peu outrancier dans cette scène, mais elle en dit long sur la conception extrêmement marchande que Trump a de la diplomatie. That's why we are here today, to be sure that we've tackled all the opportunities and achieve it, and also get rid of all the threats facing our both countries and the whole world. So I'm very glad to be here today. Thank you, Mr. President. La teneur de leur discussion à l'époque, c'était « Le Qatar est un problème. Il finance des groupes que nous n'aimons pas et ils sont proches de l'Iran. Nous n'apprécions pas cela, et vous non plus. Alors qu'est-ce qu'on fait ?» Trump, pas très au fait de ce qui se passait, aurait répondu « Si vous pouvez régler le problème, allez-y ». Et cette réponse, aussi vague soit-elle, a été perçue par MBS et MBZ comme un feu vert pour passer à l'action contre le Qatar. La crise du Golfe, elle commence très précisément à minuit 15, le 24 mai 2017. À ce moment-là, un article apparaît sur le site de l'agence de presse officielle qatari, la Qatar News Agency, QNA, et l'article dit que l'émir Tamim Al Thani, lors d'une réunion de remise de diplôme à des élèves officiers, aurait prononcé des paroles très en rupture avec le bon ton diplomatique dans le Golfe. Cet article était un faux, c'était le résultat d'un piratage, d'une cyberattaque. On l'a su au bout de quelques semaines lorsque la CIA a dépêché des experts informatiques à Doha. Pourquoi ont-ils fait ça? Eh bien, c'était censé être le début d'une longue opération destinée à créer le doute au Qatar. Ils voulaient décrédibiliser l'émir aux yeux de sa population et de l'opinion mondiale. Bienvenue dans notre journal du soir consacré à l'analyse des propos de l'émir du Qatar, le cheikh Tamim Al Thani. Pendant 2 semaines, il y a toute une machine de Qatar bashing, de dénigrement du Qatar sur les ondes des médias pro-saoudiens qui se met en place. Le Qatar a toujours été l'enfant terrible du Golfe. Les autres pays de la région, qui eux respectent le droit et les relations historiques, ont essayé de l'orienter dans la bonne direction. Mais le Qatar a révélé son vrai visage, celui d'une source de financement des terroristes. La pression va monter. Et puis, le 5 juin, rupture des relations diplomatiques et économiques contre le Qatar. La seule frontière terrestre du Qatar, c'est avec l'Arabie Saoudite. Les Saoudiens l'ont fermée aux personnes et aux marchandises. Plus rien ne pouvait entrer ou sortir du Qatar. Les Émiriens et les Saoudiens ont aussi interdit leur espace aérien aux avions qataris. Et les bateaux en direction ou en provenance du Qatar ne peuvent plus accoster aujourd'hui aux Émirats. Enfin, tout a été fait quand même pour isoler au maximum le Qatar. En termes de droit international, c'est considéré comme un acte de guerre. Quand les Saoudiens et les Émiriens ont mis en place le blocus, je peux vous assurer qu'au Pentagone, beaucoup ont craint que ce ne soit le prélude à une invasion, qu'ils allaient déclencher une guerre. Le problème, le drame, c'est qu'à l'époque, Trump a beaucoup soutenu l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis dans ses accusations. The nation of Qatar, unfortunately, has historically been a funder of terrorism at a very high level.
nations came together and spoke to me about confronting Qatar over its behavior. So we had a decision to make. Do we take the easy road or do we finally take a hard but necessary action? Ces déclarations provoquent la panique au sein de l'administration américaine, qui les découvre en direct. Le secrétaire d'État Rex Tillerson doit intervenir. Tillerson a expliqué à Trump qu'il n'avait peut-être pas encore compris que les États-Unis avaient la plus grosse base installée au Qatar. À l'époque, Trump ne savait pas que Al-Udeid, la principale base américaine dans la région, d'où partent les missions en Afghanistan, au Pakistan et contre Daesh, il ne savait pas qu'elle se trouvait au Qatar. Il pensait qu'elle était aux Émirats. Il ne fallait surtout pas que les États-Unis prennent parti pour les uns et les autres contre justement le Qatar. Alors ça, Trump a fini par le comprendre. Tout le monde s'est mis à appeler les princes pour leur dire de se calmer. Les mots exacts qu'on m'a rapportés, c'est qu'on a appelé les Saoudiens, on a appelé MBS pour lui dire « Ce n'est pas le moment de déclencher une guerre ». Les projets d'invasion sont suspendus. Mais le blocus reste en place. Une guerre froide commence dans le Golfe. بطبيعة مجتمعنا وشعبنا وكما تعلمون الحياة في قطر تسير بشكل طبيعي منذ بداية الحصار وقد وقف الشعب القطري تلقائيا وبشكل طبيعي وعفوي دفاعا عن سيادة وطنه واستقلاله. Avec la crise, le nombre de contrats d'armement signés a augmenté, particulièrement avec les Qataris, qui ont commandé une sacrée quantité d'armes. Il a acheté des bâtiments de guerre, des chasseurs-bombardiers, en nombre tellement important qu'aujourd'hui, le Qatar dispose d'une flotte aérienne totalement disproportionnée par rapport au nombre de pilotes de chasse dont il dispose. Tamim triomphe à tous les niveaux, là, pour le coup. La population a véritablement fait corps autour de lui. On a vu ce dessin, ce profil placardé sur tous les murs de Doha, à l'arrière des voitures, etc. Et c'est quelque chose qui a été fait de manière relativement spontanée. Cet embargo a fait de lui une vraie figure nationale, un homme d'État. Donc ça, c'est un échec cuisant pour Abu Dhabi et Riyad, quand même. Dans le rôle de la victime, Tamim Al-Thani ressort grandi de la crise. L'émir s'y engage. Ni l'embargo, ni les accusations d'exploitation des travailleurs n'empêcheront la tenue de la Coupe du Monde en 2022. Pour l'axe MBS et MBZ, l'opération contre le Qatar tourne au fiasco et la guerre au Yémen s'enlise. C'est dans ce contexte qu'éclate en octobre 2018 l'affaire Jamal Khashoggi. Accusé d'avoir commandité l'assassinat du journaliste saoudien, MBS se retrouve persona non grata sur la scène internationale. Lors du G20, on a vu le prince héritier un petit peu isolé, etc. C'est vrai que tout le monde le snobait un peu. Sur le plan diplomatique, les relations sont inchangées. L'Arabie saoudite est toujours notre allié. Mais en réalité, c'est plus problématique. Je pense qu'à l'avenir, quand MBS viendra aux États-Unis, il ne pourra pas s'afficher publiquement sans que tout le monde dise « c'est lui qui a fait tuer Jamal Khashoggi ». Il risque de rester au pouvoir 40 ou 50 ans. Ça va laisser une tache indélébile dans les relations entre l'Arabie saoudite et l'Occident. Quand tout à coup, Vladimir Poutine est arrivé et
a fait ce fameux top-là à MBS. Ça était très 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 populaire en Arabie Saoudite. Il y a une très très bonne relation entre la Russie de Poutine et l'Arabie du roi Salman et les Émirats arabes unis de MBZ. Hein. Dans le grand jeu diplomatique, les princes héritiers saoudiens et émiriens se tournent de plus en plus vers la Russie et la Chine. Un rapprochement inédit pour des pays traditionnellement alliés des Occidentaux. Cette nouvelle génération de princes, aussi puissants qu'imprévisibles, menace de déstabiliser durablement un Moyen-Orient, déjà meurtri par des décennies de conflits.